J'ai beaucoup réfléchi quand même à un titre pour ce format un peu podcast, du coup, parce que j'aimerais bien définir la chose un peu, et j'avais en tête vraiment de faire une blague, de faire un titre beaucoup trop long et d'avoir des initiales extrêmement longues pour la blague. Je pensais à quelque chose comme Rio va vous parler pendant un moment, minimum 1 heure de plusieurs sujets et donner son avis pas très éclairé. C'est un peu long, et j'aime bien la vanne, mais j'ai eu une autre idée, une idée qui est probablement un petit peu plus sympa, et qui colle peut-être un peu plus à ma chaîne, du coup. Vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo. Bienvenue dans Rio va vous parler. Rio va vous parler parce que, bien entendu, bon, si vous connaissez pas, si vous savez pas pourquoi Rio va vous causer, pourquoi ce titre, pourquoi ce nom pour la chaîne YouTube, en fait c'est une référence à Sonic, un dessin animé Sonic. C'est un peu toujours le cas, hein, toute l'identité de ma chaîne est assez calquée sur le hérisson bleu. Et je pense que si vous connaissez un peu, vous l'aurez deviné. Du coup, ouais, c'est une référence à le dessin animé Sonic, je sais pas comment ça porte un nom, ça a un nom, il me semble que c'est un nom. Ah oui, je crois que c'est ça, c'est les aventures de Sonic, simplement. Le titre du dessin animé original qui a été diffusé avant que je ne sois né. Du coup, je connais pas trop le dessin animé en lui-même. Par contre, il y a un truc qui est assez culte, c'est à la fin de chaque épisode, il y avait une petite séquence à chaque fois où Sonic présentait une espèce de morale. C'était surtout pour les enfants, bien entendu. Le public cible du dessin animé, c'était vraiment les enfants, donc il y avait une espèce de petite morale à chaque fin d'épisode. Et cette séquence démarrait toujours par un petit jingle où on voyait Tails écrire sur un grand panneau. Donc je crois qu'en anglais il écrivait Sonic 16, et on l'entendait dire en français Sonic va vous causer, et puis Sonic arrivait derrière, effaçait le message et réécrivait de manière correcte Sonic 16, et on l'entendait dire Sonic va vous parler, et du coup c'est en référence à ça que j'ai choisi Rio va vous causer, parce que je suis un peu un rebelle, moi j'ai pas choisi Sonic va vous parler en premier lieu, parce que je suis un peu un rebelle. Et du coup je me suis dit que pour ce format un peu podcast, où je vous parle un petit peu plus naturellement, où j'ai pas de script, j'ai pas de texte, je me suis dit peut-être pourquoi pas prendre l'autre penchant, c'est-à-dire Rio va vous parler. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire, je vous ai même pas dit bonjour, c'est terrible, ça fait déjà quelques minutes que ça a commencé, j'ai même pas dit bonjour, je me perds déjà dans des parenthèses. J'espère que ça n'arrivera pas trop, je ne sais pas pourquoi, j'en doute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast qui maintenant a un nom. Voilà, donc on reste dans l'optique du bilan, sauf que cette fois on va parler de choses différentes, mais en tout cas on va essayer de rester dans cette ambiance un peu posée, un peu relax. Détendons-nous, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes dans un environnement et dans des conditions confortables. Oublions nos problèmes, oublions toutes ces histoires de pandémie, oublions, je sais pas moi, oublions que Éric Zemmour existe, je sais pas. Et j'espère surtout que ce confinement s'est bien passé, normalement il est terminé. Est-ce que cette vidéo, si jamais cette vidéo est très en retard, peut-être que ça sortira lors du 2e confinement, qui va peut-être arriver. Ce serait incroyable. J'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que cette crise ne vous a pas trop affecté, et si c'est le cas, eh bien je vous souhaite bon courage pour tout ça. Mais ici on va bien entendu parler de fiction, c'est le thème de la chaîne bien entendu, et aujourd'hui on va parler de 3 sujets différents. La dernière fois c'était un bilan, donc j'avais pas trop besoin d'expliquer le principe, mais cette fois c'est véritablement le tout premier podcast qu'on fait comme ça. De quoi est-ce qu'on va parler, quels seront les thèmes généraux? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'œuvres ou de sujets en rapport avec la fiction, ça peut être les deux.
mais des sujets et des œuvres qui ne sont pas trop d'actualité, ou du moins pas des sujets que je pourrais aborder dans le bilan, parce que je pense que je vais vraiment garder cette case du podcast d'hiver pour le bilan de l'année qui vient de s'écouler, comme on a fait cette année. Du coup, vraiment, pour les podcasts, ce sera des podcasts saisonniers, je pense. Et pour ces podcasts-là, eh bien, ce sera vraiment des œuvres ou des sujets qui ne sont pas trop d'actualité. Peut-être pour les sujets, parce que c'est pas des choses que j'aborde vraiment souvent dans le bilan. C'est pas des choses que j'aborde en général dans le bilan. Dans le bilan, je me concentre vraiment sur les œuvres qui sont sorties dans l'année. Mais en tout cas, vraiment, quand on va parler d'une œuvre spécifique, on va parler de choses qui ne sont pas d'actualité. Enfin, plus ou moins, parce que je vais déjà faire une entorse à la règle dès aujourd'hui. Ça commence bien. On va parler donc de 3 sujets aujourd'hui, enfin de 4. Il y aura un dernier sujet qui sera plutôt sur mon activité YouTube et sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour un maximum de watch time et un maximum d'argent sur YouTube. Pas du tout. Il y aura bien entendu des timecodes dans la description pour les sujets en question. Donc voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent pas, vous pouvez très bien passer, voire même là, c'est vous qui voyez. Et pareil que la dernière fois, hein, c'est pas une vidéo qui doit nécessairement être regardée avec vos yeux. C'est un peu bizarre ce que je dis. Vous pouvez très bien simplement écouter cette vidéo, voilà, par tous les moyens que vous voulez. Voilà, du coup aujourd'hui on va commencer par parler d'un sujet qu'on m'a un peu réclamé. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en parler maintenant vu que voilà, il est assez frais dans ma tête. On va parler de Sonic, le film live sorti cette année. Incroyable. On va ensuite parler d'un petit jeu auquel j'ai joué pour la première fois très récemment, dont j'avais envie de parler, pas forcément pour en dire du bien, vous verrez ça. On va parler de Secret of Mana. Et pour finir, enfin pas vraiment pour finir, mais le 3e sujet, ce sera un animé dont on a déjà parlé dans le bilan la dernière fois, ce sera Saint Seiya, que j'ai enfin terminé, donc la série originale, et je vais un peu parler, je pense aussi, des saisons suivantes qui adaptent l'arc Hades. Bref, de tout l'animé qui a couvert le manga original Saint Seiya. On va parler de ça. Et pour finir, on aura voilà, un petit passage actu YouTube, où je vais parler de la prochaine vidéo. Si vous voulez des informations avant tout le monde, c'est ici qu'il faut être. C'est maintenant, parce que je vais donner en avant-première les détails sur la prochaine vidéo. Incroyable. Des détails, je vais poster les détails plus tard sur Twitter, après la diffusion de cette vidéo, parce que histoire de mettre au courant tous ceux que ça intéresse. Mais je vais donner pas mal de détails ici, parce qu'il y a 2-3 choses à dire. À propos de la prochaine vidéo, ce sera un cas un peu particulier. Voilà, et du coup on est parti. On va commencer par Sonic le film. Incroyable. Oh mais non, j'hallucine, arrête-toi tout de suite. La plus grande balle rebondissante du monde. Mais faut aller voir ça. Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison, c'était nul. Mais la boutique cadeau était cool. On fait déjà une entorse à la règle. Comme je l'ai dit, c'est un film qui est sorti cette année. En février, je crois, c'est ça, le 14 février. Donc oui, j'en parle avant le bilan parce que déjà parce que c'est un sujet qui est assez récurrent sur la chaîne. Et puis aussi parce qu'on me l'a un peu réclamé. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé mon avis sur le film. Il se trouve que j'ai pas vu le film à sa sortie, vraiment. J'ai attendu un peu, je l'ai vu durant ce confinement. Je me le suis procuré de manière pas très recommandable, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous assure, je vais rattraper, je vais améliorer mon karma en achetant le Blu-ray quand il sera disponible. Parce que j'ai envie, l'air de rien, d'avoir le film, de pouvoir le revoir un peu quand je veux. Parce que j'ai un peu aimé quand même. Je le dis un peu comme si c'était honteux. On va en discuter. Je risque cependant de spoiler un petit peu. Je vais essayer de me limiter vraiment de pas... En tout cas, les gros spoils du film, je vais pas les balancer, évidemment. Mais, par contre, je risque aussi de spoiler ce qu'il n'y a pas dans le film. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, si vraiment vous ne voulez rien vous gâcher, je vous conseille de faire gaffe quand même.
même si normalement je vais pas balancer des gros détails non plus. Alors qu'est-ce que ça raconte ce film? Eh bien en fait, c'est Sonic qui va sur Terre. Il vit sur Terre depuis un bon moment et voilà, aux côtés de son nouveau meilleur ami Tom, ils vont unir leurs forces pour tenter d'empêcher le Dr Robotnik de capturer Sonic et d'utiliser vraiment ses pouvoirs comme il l'entend. Et voilà, c'est pas ouf comme résumé, mais en même temps, le film est pas ouf non plus. Bon, je vais commencer par donner un avis général sur le film. Eh bien, je suis perplexe. C'était pas mauvais, mais c'était pas très bien non plus. Franchement, c'était ok, c'était sympathique. Voilà, c'était pas... C'était loin d'être bien, c'était loin d'être pas bien. C'était vraiment un entre-deux un peu osef, en vrai. J'ai pas été le voir au cinéma parce que, justement, j'en avais un peu rien à faire, c'est terrible, mais c'est un peu le sentiment qui me revient depuis qu'on a annoncé le redesign, en fait. J'ai vu le premier trailer du redesign, j'ai trouvé ça sympathique, et après, voilà, tout le passage entre cette annonce et entre la sortie du film, je l'ai un peu oublié, j'en avais un peu rien à faire, et c'est triste. Vraiment, et c'est le sentiment qui revient aussi après avoir vu le film, au final. Je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. C'est vraiment... c'est un peu triste. Je suis un peu triste parce que j'ai apprécié mon visionnage du film en plus, mais vraiment, c'est le sentiment qui ressort après, c'est vraiment... ouais, c'était bien sur le moment, mais... est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était réellement quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie? De voir Sonic... jouer au baseball avec lui-même, je sais pas. Donc voilà, j'ai pas été le voir au cinéma, et la seconde raison, c'est aussi parce que, pour moi, Sonic, c'est en anglais. Sonic, pour moi, il parle en anglais, dans mon imaginaire, il parle en anglais, parce que j'ai pas mal grandi, en tout cas joué dans ma jeunesse, aux jeux 3D. Et du coup, pendant une bonne partie de cette époque, les jeux étaient uniquement en anglais, je crois, donc avec les voix anglaises. Pour les derniers jeux, on peut choisir vraiment la langue qu'on veut pour les voix, mais à une certaine époque, pendant les Sonic Adventure, les Sonic Heroes et tout ça, c'était en anglais. Et du coup, moi, dans mon imaginaire, c'est Sonic qui parle en anglais, et j'ai la voix de Jason Griffiths tout le temps quand Sonic y parle. C'est terrible, c'est vraiment, je pense que c'est mon doubleur de Sonic préféré, pour le coup. Et du coup, les cinémas par chez moi ne diffusaient pas la VOST. Du coup, c'était une raison de plus de pas vraiment me déplacer pour aller voir ça. C'est pas vraiment... Alors c'est vrai qu'il y a la voix de Malik Bentala en VF, que je trouve pas trop mal en vrai au niveau de la voix. Je trouve que ça correspond pas mal à Sonic. C'est juste que c'est probablement son acting plutôt qui pose problème. Bon, j'ai pas vu cette version du film, donc je peux pas savoir, mais dans les bandes annonces, c'est le ressenti que j'en ai eu. Là où, pour le coup, en anglais, Ben Schwartz, qui est le nouveau doubleur pour Sonic, s'en sort vraiment bien, je trouve. Il a une bonne voix, il joue plutôt bien. C'est pas Jason Griffiths, je suis désolé, moi je suis un gros fanboy de Jason Griffiths. Autant je trouve que dans les premiers jeux, donc il a joué Sonic entre Shadow the Hedgehog et Sonic and the Black Knight. Est-ce que Unleashed est sorti avant Black Knight ou pas? Il me semble, hein. Il me semble. Il faisait la voix à la fois de Sonic et de Shadow, et au début, il était pas top. Il avait vraiment des intonations qui étaient très très répétitives dans Sonic 2006. C'est très très facile de faire une imitation de son interprétation de Sonic. Mais au fil du temps, vraiment, il s'est beaucoup amélioré, vraiment dans les derniers jeux, dans Unleashed et dans Black Knight, il est vraiment très bon. Et bref, c'est pas le sujet, je suis encore en train de partir dans des parenthèses, c'est terrible. Et du coup, ici, Ben Schwartz est plutôt bon, et ça je dois carrément le souligner, et ça me dirait plutôt bien de le revoir plus tard dans des jeux, si jamais ça fait un effet Sonic X où on change tout le casting, revoir Ben Schwartz dans les jeux, enfin réentendre Ben Schwartz dans les jeux Sonic, pourquoi pas, franchement. Bon, du coup, le film est un peu osef, il faut bien se le dire, c'est triste. Je pense toujours que Sonic, dans le vrai monde de la réalité véritable, c'est pas une bonne idée. Ça marche, vraiment ça marche, mais
j'aurais échangé ça sans aucune hésitation contre un vrai film Sonic entièrement en images de synthèse dans l'univers de Sonic. Univers de Sonic qu'on voit un peu dans le film, et c'est là que je vais spoiler les choses qu'il n'y a pas dans le film, mais voilà, après 5 minutes, on revoit plus l'univers de Sonic. Sonic va dans le monde réel et c'est fini, on n'entend plus parler. Et c'est vraiment terrible parce que cette partie du film était probablement celle que j'ai préférée. on voit l'univers de Sonic, on voit des choses qui font penser à l'univers de Sonic, on a vu dans les trailers Green Hill, ça c'est Sonic, et puis soudainement, bim, l'Amérique, la petite ville un peu paumée aux États-Unis, et là ça fait plus du tout Sonic, et on est là, non, rendez-moi ce qu'il y avait avant. Et à partir de là, le film se transforme vraiment en espèce de film un peu passe-partout. Vous savez, ces films avec des créatures en images de synthèse qui parlent le langage des humains et qui font... Je me demande si c'est pas devenu tout un genre. Bon, je m'y connais vraiment pas parce que c'est pas du tout le genre de film que je regarde, mais j'ai vraiment cette impression qu'on aurait pu virer Sonic du film, le remplacer par n'importe quel autre animal qui court vite, et ça aurait donné le même film. Vraiment, les aspects qui font Sonic dans la forme, c'est-à-dire l'univers de Sonic qu'on connaît, tout ça est très peu présent dans ce film, et vraiment très très peu. Trop peu en fait. En dehors de ces 5 premières minutes, je crois qu'il n'y a que Sonic et un autre élément scénaristique qui fait penser à l'univers de Sonic. Robotnik, un petit peu, Eggman, je pense que les personnages sont quand même très différents de leur itération dans les jeux vidéo. Que ce soit Sonic ou Eggman, pour le coup, les deux sont très différents de leurs originaux. Ça, je crois que j'y reviendrai un peu plus tard. Et je trouve ça tellement dommage. Vraiment, parce que le redesign fonctionne. Vraiment, le nouveau design qu'ils ont fait, il est impeccable. Je trouve que Sonic est très expressif. Sonic est très beau aussi, je trouve très beau, mais il y a vraiment cet aspect passe-partout dans le film qui fait que c'est pas inspiré, c'est pas intéressant. C'est même presque pas Sonic en fait. Sur plein d'aspects, déjà c'est un film de droite. Sur plein d'aspects dans le fond, ça fait pas très Sonic non plus. Il y a une morale en particulier en rapport avec les motivations du personnage humain principal de Tom, que Sonic questionne, et au final Sonic, le film donne raison à Sonic. On pourrait interpréter ça d'une bonne manière, mais je trouve ça très maladroit, et je trouve ça absolument pas en accord avec Sonic, en fait, avec le fond des jeux Sonic. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça fait pas Sonic, en fait. Et ça essaye de déguiser cette morale par une espèce de oui, les amis, c'est le plus important, mais c'est super égoïste, en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, vraiment, mais voilà, c'est très maladroit, je trouve, au niveau des morales du film. Et voilà, c'est comme je le disais en rigolant, c'est de droite, et c'est tout à fait vrai dans le fond, au final. Les personnages sont très différents aussi, comme je le disais. Sonic, surtout, on sent que c'est une espèce d'entre-deux, entre classique et moderne. Il a l'air un peu plus jeune que moderne quand même, et en termes de caractère, de personnalité, il ressemble vraiment pas du tout ni à moderne ni à classique. C'est un peu le gamin hyperactif, et toujours très joyeux, et c'est pourquoi pas, ma foi, pourquoi pas, mais c'est, encore une fois, très éloigné du Sonic original, et peut-être un peu trop. Mais bon, bien entendu, le film n'est pas une adaptation, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici et là. Ça n'adapte presque rien ça n'adapte vraiment presque rien de l'univers de Sonic, donc je pense pas qu'on puisse considérer ça comme une adaptation. Et en plus, dans les éléments que ça adapte, ça prend vraiment pas mal de liberté, sur les personnages notamment, sur Eggman qui est pas vraiment... il est pas aussi foufou dans Sonic, là c'est vraiment... c'est la fusion entre Eggman et Jim Carrey dans un personnage. Et c'est pourquoi pas, ma foi. Jim Carrey joue les personnages dont il a plus ou moins, en tout cas dont il avait l'habitude de jouer. J'aime beaucoup aussi le cast, les acteurs me sont plutôt sympathiques. Et les personnages qui jouent aussi me sont plutôt sympathiques, même si, voilà, pas forcément très très développés.
pas forcément très développés, mais le couple d'humains principaux, ils sont plutôt attachants, ils sont vraiment cool, je trouve. Et puis il y a Jim Carrey qui porte quand même le personnage d'Eggman, et je trouve ça plutôt sympa, il a l'air de s'éclater, c'est plutôt cool. Alors, j'ai jamais été très fan de Jim Carrey, je suis pas un grand fan de Jim Carrey. Il faut adhérer à cet humour un peu particulier que Jim Carrey porte un peu dans pas mal de films dans lesquels il a joué. J'ai jamais été un gros fan de cet humour, je trouve ça peut-être un peu long en fait. Étalé sur tout un film, ça devient un peu lourd, peut-être. Alors que voilà, j'ai quand même quelques bons souvenirs de quelques sketchs dans lesquels je l'ai vu, où voilà, ça c'était peut-être un peu plus... c'était peut-être un petit peu plus digeste au niveau de cet humour, justement. Mais dans le film Sonic, je trouve que ça marche plutôt bien, c'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Puis l'humour du film en général, en fait, est plutôt sympa. C'est pas ouf. Il y a quelques blagues qui marchent quand même, dont la majorité ont été spoilées par les trailers, malheureusement. Et en général, ben, je le redis encore, c'était pas un film qui était déplaisant à regarder. Vraiment, moi, il y a certains passages du film que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'était pas très inspiré, c'était pas très original, et c'est pas très Sonic non plus. Désolé. Voilà, donc j'ai quand même hâte de voir les suites. S'il y en a, il y en aura sans doute, vu que le film est quand même un bon succès, et que voilà, il y a quelques scènes déjà qui teasent la suite. C'est juste que j'aimerais bien que ça parte beaucoup plus dans du Sonic, quoi. Montrez-moi cet univers, l'univers que vous avez fait dans les 5 premières minutes du film. Montrez-le nous. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Sonic, c'est un univers qui est très vaste. On peut dire ce qu'on veut sur la qualité des personnages, sur la qualité des intrigues liées à ces personnages et tout, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de matière, qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ces personnages. On l'a vu, hein, il y a des séries de comics qui ont duré des années et des années, tellement bon, c'était des comics qui partaient un petit peu dans tous les sens quand même, mais voilà, il y a énormément de potentiel dans l'univers de Sonic, dans les personnages, et du coup, s'ils font un Sonic Cinematic Universe, moi je suis chaud, mais pas comme ça. Mais pas comme ça, il faut que ça décolle, il faut que ce soit plus Sonic, quoi. Parce que sinon on s'emmerde. Quand on avait très peu d'infos sur le film, je pensais que ça allait être un espèce de remake, en quelque sorte, de Sonic Adventure, avec plus d'humains dedans. Et en fait, vraiment pas, c'est pas aussi passionnant, malheureusement. Avec plus d'humains dedans et avec moins d'intrigues un peu partout. Malheureusement, c'est vraiment pas aussi intéressant. Voilà, pour moi, ce film, c'est une introduction. Maintenant, il faut faire un truc bien, quoi. Il faut faire des suites qui envoient. Parce que c'est le moment. Il faut, si vous voulez faire un vrai truc, une vraie franchise cinématographique, parce que ils ont l'air de dire qu'ils veulent faire des trucs. J'ai vu quelques interviews, j'ai vu juste le film, en fait. On voit déjà qu'ils ont envie de faire une suite. Je pense que ce serait vraiment une très bonne chose d'introduire réellement l'univers de Sonic, et pourquoi pas avoir des films entièrement en images de synthèse. Voilà, c'était mon avis sur le film Sonic. Je sais pas si c'est très original, à mon avis, c'est des choses que pas mal de gens pensent, surtout les fans. Et voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont faire dans les suites, dans la suite en tout cas, parce que ça pourrait être chouette, vraiment, ça pourrait être chouette, il y a vraiment du potentiel. Et du coup, on enchaîne sur le sujet suivant, qui est Secret of Mana. Bon, on va être un peu moins... J'étais déjà pas très positif pour le dernier sujet, en fait. C'est pas très positif aujourd'hui, hein. Soit on est sur des œuvres que j'aime bien, mais qui ont pas mal de défauts, soit on est sur des trucs que j'aime pas. C'est pas très positif aujourd'hui, je suis désolé. Du coup, on va parler de Secret of Mana, et comment vous dire que ça a été une sèche déception. Vraiment, je m'attendais pas à être autant déçu par ce jeu duquel j'attendais pas... Enfin si, quand même, j'avais des attentes. J'avais des attentes, honnêtement, parce que...
Bah, Secret of Mana, c'est un jeu dont j'entends parler depuis pas mal d'années maintenant. J'en entends parler depuis que je m'intéresse au rétro gaming, en fait. J'ai commencé, je pense, à m'intéresser au rétro gaming quand j'avais 16-17 ans. Un peu moins, peut-être. Et ouais, donc j'ai commencé à écumer le web, à la recherche de vidéos et d'articles sur le rétro gaming. Donc je suis tombé sur pas mal de youtubeurs même à l'époque, je crois que c'était même avant que j'ai 16 ou 17 ans, parce que je me souviens d'avoir regardé des vidéos sur Dailymotion, et ça c'est vieux ça. Enfin la plateforme est pas super vieille, c'est surtout le fait que les gens fassent des vidéos sur Dailymotion, ça c'est un peu vieux. Ça a un peu vieilli quand même. J'ai vécu cette époque. Enfin j'ai regardé des vidéos à une certaine époque sur Dailymotion, de gens qui parlaient de rétro gaming, parfois des grands noms. Je sais pas, moi, le Hooper, c'est vrai que ça m'arrivait de regarder une vidéo de temps en temps, il y a pas mal d'années, même si j'ai jamais vraiment accroché au style du monsieur. Et voilà, j'avais des vidéastes comme ça qui me faisaient découvrir pas mal de jeux rétro. J'en ai appris beaucoup à cette époque, et du coup, il y avait une console qui revenait très souvent, c'était la Super Nintendo. À juste titre, je pense, il y a vraiment beaucoup de jeux cultes, véritablement, qui sont sortis sur cette console. Et d'ailleurs, deux de mes jeux préférés aussi, voilà. Super Metroid et Mega Man X, quand même, c'est quand même assez lourd. Et du coup, ben voilà, il y avait des noms qui revenaient sans cesse quand ces gens-là parlaient de rétro gaming. Il y avait les Mario, il y avait les Zelda, il y avait, voilà, Super Metroid, Mega Man X, comme je viens de le dire. Et il y avait aussi des RPG, et il y avait, par exemple, Chrono Trigger et Secret of Mana. Et pendant toute ma vie, j'ai vraiment eu cette espèce d'association avec les deux. Vraiment, je me disais, c'est deux jeux cultes de l'époque, parce que tout le monde en parlait. Ce qui n'a pas aidé, vraiment, ce qui n'a pas aidé, c'est que j'ai joué pour la première fois... Bon, en vrai, j'avais déjà joué à pas mal de ces jeux-là sur émulateur, même si très souvent je passais genre 1 heure sur le jeu, et je me disais, ouais, un jour je vais y jouer quand je serai motivé. Et puis 10 ans passent, et... peut-être pas 10 ans, mais en tout cas pas mal d'années passent, et j'en suis toujours à un point où j'ai pas joué à ces jeux. Et du coup, l'année dernière, plus ou moins en début d'année aussi d'ailleurs, j'ai découvert pour la première fois, j'ai joué entièrement pour la première fois à Chrono Trigger. J'ai fait la version Steam, ce qui était, vous savez, c'est la version qui était très dégueulasse quand ils l'ont sorti et qu'ils ont corrigé au fil du temps. Qui est pas la meilleure version, je pense que la meilleure version c'est la version DS, mais j'avais pas le jeu sous la main, donc j'ai préféré faire ça sur Steam. Et le résultat, c'est que Chrono Trigger, eh bien, c'est un jeu qui m'a beaucoup impressionné. Je trouve que même 20 ans après, plus de 20 ans après, même 25 ans même, 25 ans après, le jeu est toujours vraiment cool. Genre, ça a pas vieilli visuellement, ça a vraiment pas trop vieilli au niveau du gameplay non plus, et je trouve que le jeu fait même pas mal de choses très intelligentes que les jeux actuels ne font pas trop. En tout cas, les jeux qui traitent du voyage dans le temps, je trouve que même plus de 20 ans après, Chrono Trigger arrive à être assez impressionnant sur certains points. Et du coup, c'était vraiment une très bonne expérience que je vous conseille d'ailleurs si vous aimez les RPG, si vous aimez le rétro gaming, voilà, c'est très bien Chrono Trigger. Et du coup, ben, comme j'associais beaucoup Chrono Trigger et Secret of Mana, j'avais des attentes peut-être un peu démesurées pour Secret of Mana, et j'ai enfin pu y jouer, voilà, pareil que pour Chrono Trigger, j'y ai joué 1 ou 2 heures à une certaine époque sur émulateur, et je m'étais dit, il faut que j'y joue un jour. Et l'année dernière est sortie la Collection of Mana, dont on a déjà parlé dans le bilan, et du coup c'était l'occasion vraiment de me lancer pour la première fois dans Secret of Mana de manière convenable, de manière légale aussi. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'investir dans des jeux sur émulateur, à m'investir dans des jeux que je n'ai pas eu vraiment légalement. Et du coup, cette fois, c'était l'occasion, je l'avais sur ma Switch, en mode portable, c'était parfait. Et j'y ai joué. Et j'ai envie de poser une question
importante, une question que je trouve intéressante en tout cas. Pourquoi Secret of Mana est-il devenu culte? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ça, j'ai pas une réponse claire et précise. Il faut dire que j'ai pas non plus vécu à cette époque-là, donc je sais pas trop. J'ai des pistes, on va en parler plus tard. Mais voilà, je me pose réellement la question du pourquoi ce jeu est-il devenu aussi culte? Pourquoi est-ce que ce jeu revient constamment dans la liste des jeux Super NES qu'il faut faire, ou ce genre de top, alors que j'ai trouvé ça vraiment pas bien. Et je sais que c'est tout à fait subjectif, bien entendu, mais j'ai genre des vrais arguments. Évidemment, j'ai des vrais arguments pour avancer le fait que je trouve ça vraiment pas très bien comme jeu. Il a des qualités, bien entendu, et je juge pas. Si vous aimez le jeu, bien entendu, c'est tout à fait votre droit, hein, ce n'est qu'une opinion, ce que j'avance là. Et d'ailleurs, si vous avez une opinion totalement contraire à la mienne, et que vous avez des arguments aussi pour défendre le jeu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serais vraiment ravi de les entendre. Parce que c'est un peu une énigme, et je trouve ça assez fascinant. D'ailleurs, je suis pas du tout... je veux pas faire dans le jugement en mode, voilà, vous êtes pas des vrais gamers. Vous êtes pas des vrais gamers si vous aimez Secret of Mana, ce jeu c'est de la merde. C'est pas ce que je veux dire, c'est vraiment pas ça. Je suis pas dans le jugement. je veux essayer de comprendre en fait. Vraiment, sincèrement. Parce que la question m'intéresse. Et parce que j'ai un avis qui a l'air assez contraire à tout ce que j'ai entendu toute ma vie sur internet. Donc c'est un jeu Super NES, je l'ai déjà dit, sorti en 93, pardon, pour les Français qui nous écoutent. Et du coup, c'est un action RPG développé et édité par Squaresoft à l'époque. Et il y a bien des choses que je peux pas lui reprocher, ça c'est certain. En particulier, tout ce qui est graphisme, bande-son. Là-dessus, j'ai vraiment rien à dire, je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait que c'est vraiment bien. Le jeu est très très beau. Et la bande-son est vraiment super cool. Ça vraiment, je tiens à le souligner parce que c'est vraiment 2 points sur lesquels je n'ai rien à redire. Par contre, tout le reste, vraiment, j'ai plus ou moins des problèmes avec ça. L'univers que je trouve charmant, mais vraiment sous-exploité. Le scénario que je trouve assez osef, vraiment, c'est la chasse au MacGuffin, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Les personnages aussi, bon, on va reparler du problème des textes dans le jeu. Voilà, rien que sur ces 3 points-là, déjà, je trouve qu'il y a pas mal de problèmes. Et au niveau des personnages, je pense qu'il y a vraiment un problème fondamental qui vient des textes, en fait. Mais il me semble avoir entendu que il y avait des problèmes il y a eu des problèmes au niveau de la traduction. Une histoire, justement, de la langue du japonais qui a besoin de moins de caractères pour faire des phrases et du coup des dialogues, alors que nous, avec nos mots à 10 caractères, on s'emmerde. Il me semble que c'était vraiment Secret of Mana. Je sais plus trop, il me semble qu'il y avait un problème de ce genre, du coup j'ai joué au jeu en français. Ben voilà, ça c'est un peu la faute à personne, du coup c'est la faute à la technique. Les traducteurs ont dû se débrouiller avec un espace très réduit pour raconter la même histoire que la VO. Du coup, en effet, on a un jeu qui est pas très bavard, qui est pas très explicite non plus. Il y a vraiment des moments où je me demandais ce qui se passait en fait. Dans sa mise en scène et dans ses dialogues, il y a un problème, mais c'est vraiment sans doute un problème de traduction et de technique. Voilà, donc j'ai pas trop envie de lui reprocher ce genre de choses, parce que on pouvait pas vraiment faire autrement, en fait. Malheureusement. Le scénario était vraiment beaucoup trop simple, même en ayant une version compréhensible du jeu, ça reste vraiment trop simple, mais pourquoi pas? On est dans un jeu vidéo, on n'est pas forcé d'avoir un scénario incroyable, c'est un action RPG. Je pense que le jeu est très clair sur le fait que c'est pas le scénario le plus important. C'est vraiment notre expérience de jeu, le gameplay, et même pourquoi pas le mode coop.
c'est sur ça que le jeu se concentre, en fait, et du coup, voilà, c'est pas grave, le scénario, il est pas ouf, il est un peu prétexte, mais ce serait malvenu de ma part de vraiment défoncer le jeu juste là-dessus, alors que c'était pas le but du jeu, de me raconter une histoire très complexe. Mais, par contre, j'ai beaucoup de problèmes aussi sur son gameplay. Et ça, c'est un peu plus fâcheux, parce que c'est quand même le reste de l'expérience, quoi. Ce qui reste de l'expérience, eh ben, c'est pas... c'est pas ouf. Voilà. L'action RPG, c'est un peu... je crois que je l'ai déjà dit, c'est un peu le genre de jeu vidéo que je préfère, parce que il y a les aspects que j'aime bien des RPG, que ce soit la progression des personnages, un peu de gestion et de stratégie entre guillemets, vraiment la possibilité de customiser son expérience un peu, et à côté de ça il y a aussi un gameplay qui est très bourrin au final, dans lequel on réfléchit pas trop, et j'aime plutôt bien ça en vrai, mais voilà, je trouve que ça ne fonctionne pas trop dans Secret of Mana, malheureusement. Pour le coup, le jeu, donc il y a du gameplay là maintenant sur l'écran si jamais vous regardez la vidéo, c'est un jeu en vue un peu à la Zelda, c'est-à-dire une vue un peu du dessus, et le monde est vraiment coupé en zones où il y a des ennemis qu'on peut taper, ce genre de choses, c'est vraiment classique, voilà. Et j'ai vraiment des gros soucis avec le gameplay du jeu, alors ça se contrôle bien, ça se manie bien, même si, voilà, je pense que ça pourrait être mieux déjà, mais en dehors de ça, je trouve que vraiment le système de combat est pas du tout précis, c'est assez lent parce que des feedbacks quand on touche des ennemis, ce genre de choses, il y a des animations qui se lancent, et ces animations prennent une plombe, c'est incroyable. Du coup c'est assez lent, et ça crée un cycle de combat, vous savez, c'est un peu le cover shooting à la con, où on tire sur un ennemi, on se met à couvert, on tire sur un ennemi, on se met à couvert, c'est à peu près la même chose ici, sauf que c'est de l'action RPG, dans le sens où, voilà, vous allez porter un coup à un ennemi, il va tomber à terre, il va avoir une animation où il va être repoussé, il va avoir une animation où il tombe à terre, puis il va avoir une animation où il se relève, et puis il va revenir vers vous. Sauf que voilà, le temps que toutes ces animations se lancent, en fait, il y a quand même quelques secondes qui se passent, et vous aurez juste tout à fait le temps de vous préparer pour la prochaine attaque, et de le remettre en coup juste quand il va arriver vers vous, et du coup vous allez coincer l'ennemi dans une espèce de boucle infinie, donc c'est pas intéressant. Alors c'est pas le cas pour tous les ennemis, mais c'est le cas pour pas mal d'ennemis en dehors des boss. Les boss n'ont pas ce genre d'animation. Mais voilà, ça rend vraiment le processus assez lent, assez chiant, je le dis. C'est pas très bourrin, vu que ça reste assez lent, mais c'est pas non plus tactique ou parce qu'il y a pas grand chose à faire en dehors des attaques. Il y a un peu de magie, mais bon, c'est pas super poussé non plus. Il y a une imprécision constante dans les coups portés aussi qui me rend fou. Je suis désolé, ça me rend fou. Il y a 50% de chance, je sais pas, je balance des chiffres au pif comme ça, mais j'ai eu l'impression vraiment que 50% de mes coups quand j'ai joué au jeu passaient à côté des ennemis, alors que j'étais clairement devant eux. Et il n'y a pas que les attaques en fait, parce que je me souviens qu'il y avait aussi ce genre de petits bugs. Je sais pas si c'est des bugs ou si c'est le jeu qui a un système de probabilité pour les attaques et pour les actions. J'en sais rien du tout. Mais vraiment, voilà, il y avait aussi ces moments où je sélectionne un objet pour l'utiliser, je fais toutes les actions qu'il faut. À ce moment-là, il est censé y avoir une animation où mon personnage utilise cet objet. Il ne se passe rien. Pareil pour les magies. Il y a vraiment des moments dans le jeu comme ça où les actions que tu fais en tant que joueur ne connectent pas avec le jeu. Le jeu décide de ne pas réaliser les actions que tu as faites. C'est vraiment bizarre. Et je sais pas si c'est un bug, ou comme je l'ai dit juste avant, je sais pas si c'est un bug ou si c'est le jeu qui essaye de faire une espèce d'hybride entre un tour par tour et un jeu d'action. Je sais pas trop. C'est pas très clair. J'ai l'impression que non.
Et du coup, ça viendrait plutôt de la gestion des hitbox. Mais en même temps, je sais pas. Honnêtement, je suis assez perplexe. Parce qu'il y a vraiment des moments du jeu où j'étais devant l'ennemi, j'appuie sur le bouton pour attaquer, il y a l'animation de mon attaque, mais l'ennemi, il se passe rien. Et ça, c'est pas ouf. Le game feel en général est pas super agréable, et c'est même pas très... ça répond pas bien en fait, c'est un peu... je sais pas, c'est un peu maladroit, je sais pas trop comment décrire ça. Vraiment, ça rend pas bien manette en main, et je me suis pas trop amusé dans le jeu. Et ça m'emmerde. Parce qu'il y a des choses que j'aime bien quand même dans ce jeu, mais voilà, c'est pas... j'ai pas trouvé ça amusant à jouer en fait, simplement. Et vraiment, si vous me croyez pas, et que vous trouvez qu'il n'y a pas de problème dans le feeling, dans le game feel de Secret of Mana, je vous invite à lancer le jeu, à y jouer un petit peu, que ce soit sur émulateur, voilà, je sais pas, peu importe, à y jouer un petit peu, à vous habituer un peu au contrôle, et puis, juste après, à lancer Trials of Mana, donc Seiken Densetsu 3, donc la suite directe, hein, sur Super NES aussi, la version Super NES, je parle pas du remake, hein, je parle vraiment de la version Super NES, lancez la version Super NES, si vous n'avez pas de sauvegarde, lancez une nouvelle partie avec Duran comme premier personnage que vous choisissez. L'avantage, c'est que dans son introduction, il y a un combat vraiment dans la première minute de jeu, et jouez, faites ce combat, et revenez me dire droit dans les yeux que c'est pas 100 fois mieux. Parce que ça, c'est assez dingue. C'est vraiment dingue de passer de Secret of Mana à Trials of Mana, parce que c'est le jour et la nuit, quoi. En termes de game feel, c'est le jour et la nuit. C'est le truc qui marche pas trop, au truc presque parfait. C'est un espèce de soulagement quand tu fais Secret of Mana, puis que tu passes à Trials of Mana, ça c'est incroyable. Et puis Secret of Mana a d'autres problèmes, moi je pense au boss surtout, que je trouve absolument pas intéressant, absolument pas fun, et aussi qu'il y a des boss qui peuvent crever. Si vous montez le niveau de vos magies au maximum à chaque fois que vous en avez l'opportunité, eh bien il y a de fortes chances que ces boss vraiment crèvent en très peu de temps avec 2-3 coups de magie. La magie s'est craquée hein, dans Secret of Mana. Alors je tiens à préciser aussi que j'ai pas joué en coop, parce que le jeu est entièrement jouable en coop, parce qu'on a 3 personnages principaux, et voilà, les autres joueurs peuvent jouer les 2 autres personnages. À 3, on peut jouer à 3 au jeu? Est-ce qu'on peut brancher 3 manettes sur la Super NES? C'est une bonne question, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut jouer à Secret of Mana à 3? Je n'en sais rien. Sans doute, il y avait sans doute des accessoires pour brancher plusieurs manettes en plus. Quand même. Donc j'ai pas joué en coop au jeu, et peut-être du coup que je suis passé à côté d'une partie de l'expérience, c'est possible. Tous les jeux sont plus fun entre amis, bien entendu, mais voilà. Est-ce que ça rattrape vraiment les problèmes que j'ai cités avant? Mais c'est quelque chose en tout cas qui doit rendre l'expérience un peu plus agréable, c'est certain. J'ai même pas fini le jeu en fait. J'ai vraiment... je crois qu'il me restait 1 ou 2 heures pour terminer. Mais... vous savez, quand on arrive à un point, un stade, où on trouve toutes les excuses du monde pour ne pas jouer à un jeu, c'est qu'il y a un problème quelque part. J'avais vraiment pas envie de continuer en fait. C'est terrible. Je suis directement passé à Trials of Mana sur la collection, et c'est vraiment... la comparaison est douloureuse pour Secret of Mana. Ce qui est d'autant plus triste que les Européens et les Américains n'ont jamais eu Trials of Mana avant 2019, alors que c'était le meilleur jeu des deux. Non, vraiment, j'aime beaucoup Trials of Mana, par contre, j'ai pas beaucoup joué à la version Super NES, j'ai joué une dizaine d'heures, parce que quand même le jeu a un défaut qui me dérange pas mal, mais qui doit vraiment se disparaître par la suite, c'est qu'il y a vraiment peu de progression, en fait, dans Trials of Mana, contrairement à Secret of Mana, qui lui a quand même son système de magie, qui permet
quand même d'avoir des nouvelles choses, des nouvelles possibilités de jeu. Trials of Mana, lui, il prend vraiment 10 heures à te donner plus de trucs que les attaques de base. C'est un peu chiant. Et c'est vraiment dommage. Par contre, je suis en train de m'éclater sur le remake. Vraiment, c'est super cool. Le jeu de l'année pour l'instant. Je vais pas aller jusque là, mais c'est vraiment très bien. Le remake est vraiment très bien, je vous le conseille. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur la question que j'avais posée à la base. Encore une fois, sans jugement aucun. Pourquoi Secret of Mana est-il devenu culte? J'ai quelques pistes, plus ou moins, et je pense que ça vient, par exemple, ça pourrait venir par exemple de la période de sortie du jeu, en 93, en 94 en Europe je crois. C'était une époque où il y avait peut-être pas beaucoup d'action RPG, et c'était peut-être la première fois que les gens découvraient un peu, j'allais dire de manière mainstream, mais je sais pas si c'était très mainstream. Et de toute façon, les jeux vidéo en eux-mêmes n'étaient pas très mainstream à cette époque. Mais voilà, dans la sphère de ce qu'on peut appeler entre guillemets le grand public, est-ce que c'était pas la première fois qu'on voyait un action RPG, un espèce d'hybride entre un jeu d'action, entre jeu d'aventure à la Zelda, et un espèce de RPG avec quand même des statistiques, de l'équipement, ce genre de choses. Je crois que Secret of Mana est quand même l'un des premiers gros action RPG. Bien entendu, Ys, ça existait déjà, mais ça se jouait un peu différemment à l'époque. Et même la majorité des autres, j'ai vraiment du mal à trouver d'autres actions RPG à cette époque sur Super NES ou même sur Mega Drive. Je pense à Tales of Phantasia ou à Star Ocean, qui étaient des actions RPG sorties un peu plus tard, il me semble. Et surtout, je crois qu'ils sont pas sortis en Europe, peut-être même pas en Amérique. Du coup, en effet, c'était difficile, c'était un peu un terrain qui était libre pour Secret of Mana. C'était peut-être un genre, voilà, qui était très peu connu, qui était très peu occupé, surtout à cette époque-là. Et du coup, Secret of Mana est arrivé un peu comme une espèce d'ovni, comme une nouvelle expérience, et les gens ont accroché à cause de ça. Ouais, je pense que c'est plausible. Il y a aussi, je pense, une bonne partie de nostalgie pour pas mal de gens. Encore une fois, sans jugement aucun, mais il y a peut-être une part de nostalgie aussi dans tout ça. Je sais pas, mais ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, de savoir pourquoi. C'est mes deux pistes, en fait, c'est mes deux grosses pistes pour parler de Secret of Mana. Le peu de concurrence en Occident et peut-être l'effet nostalgie, c'est peut-être pour ça que le jeu est devenu si culte. Je sais pas, voilà, si vous avez d'autres éléments de réponse, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je suis très sincère, vraiment, j'ai pas envie qu'on croie que j'essaye d'imposer mon avis ou quoi que ce soit, c'est pas... le jeu est devenu plus ou moins culte, ça, je pense que c'est en fait, et je remets pas ça en question. Je suis pas en train de dire qu'il ne mérite pas son statut culte, je suis juste en train d'essayer de comprendre, en fait, de manière très sincère. Voilà, et du coup, c'est à peu près ce que j'ai à dire dessus. Donc on va passer au dernier sujet, enfin, à la dernière œuvre qu'on va traiter aujourd'hui. On va parler de Saint Seiya. Saint Seiya ou les Chevaliers du Zodiaque pour les gens qui n'aiment pas les traductions. C'est pas une traduction en fait. C'est pas du tout le même titre. Ça n'a pas de sens en fait. Depuis la nuit des temps, lorsque les forces du mal s'éveillent, les chevaliers, les saints, protègent la terre vêtue de leur armure. On les appelle les chevaliers d'Athéna. Et dans le monde d'aujourd'hui des années 80-90, Mitsumasa Kido trouve un homme mort, ainsi qu'un bébé qu'il va élever, qui va devenir Saori, et qui est en fait la réincarnation d'Athéna. Et du coup, cet homme mort qui est le chevalier d'or du Sagittaire, bon, il n'était pas mort au moment où ils ont parlé, bien entendu, mais cet homme va lui demander d'entraîner des jeunes garçons afin de protéger cet enfant. Et du coup, voilà, bien des années passent, et on arrive à la fin de l'entraînement de ces enfants,
Et on va suivre Seiya, le chevalier du Pégase, Yoga, le chevalier du cygne, Shiryu, le chevalier du dragon, et Shun, le chevalier d'Andromède, ainsi que plus tard Iki, le chevalier du phénix, mais bon ça viendra... c'est pas tout de suite, c'est pas dès le départ. Voilà, on va les suivre dans leur lutte pour protéger Athéna, et taper du méchant en armure. Voilà, j'ai vu toute la série originale, et tout ce qui couvre en fait le manga original. Et du coup, je vous conseille les coffrets Blu-ray. Alors c'est pas... si vous les trouvez pas chers, ça vaut le coup. C'est pas ouf. Il y a juste la VF et la VO. Sous-titré bien entendu, et je vous conseille carrément en VO parce que la VF, quand même, c'est un peu ridicule. Du coup, Senseiya, c'est bien, j'aime bien. Je suis pas... Il y a des choses qui m'ennuient un peu quand même. On va en parler, mais en général, j'aime bien. Et notamment ce que j'ai dit dans le bilan, c'est-à-dire que je trouve que l'univers est vraiment super classe. Ce côté à la fois shonen neketsu dans un truc très mythologique, c'est vraiment cool. Mais comme je le disais aussi la dernière fois, je trouve que c'est un classique, c'est pas forcément un animé à voir absolument. Vous savez, ces animés qu'il faut voir absolument dans sa vie pour être un vrai... j'allais dire un vrai gamer, mais c'est pas ça ne marche pas ici. Pour être un vrai fan d'animé, un vrai weeb, je pense pas que ce soit vraiment un incontournable, mais c'est très sympa, ça a un peu vieilli, vraiment, visuellement, ça a pas mal vieilli, en vrai. Il y a beaucoup d'animations réutilisées, notamment dans les attaques, mais voilà, j'ai quand même plutôt bien apprécié, j'ai plutôt apprécié l'histoire, plutôt apprécié l'univers, comme je l'ai dit, et j'ai hâte de me lancer dans tous les spin-offs qui ont l'air moins bien, mais qui ont l'air sympas quand même. D'ailleurs, c'est vrai que l'histoire de Senseiya n'est pas terminée. J'ai vu aussi le film... c'était quoi ce film? C'était le prologue, chapter prologue... Even chapter prologue, parce qu'on dirait un peu un nom de Kingdom Hearts. Even chapter ouverture. Ce truc-là. J'ai vu ça, ce qui a l'air d'être quand même une espèce d'adaptation à moitié du début de la suite de Senseiya, parce qu'il y a une suite à Senseiya, il y a un deuxième manga, Senseiya Next Dimension, qui est écrit par le même auteur, écrit et dessiné par le même gars que Senseiya à la base. Le film n'est pas indispensable, sachant en plus que ça adapte de manière un peu originale, et d'ailleurs la fin est pas du tout dans le manga, il me semble. C'est pas indispensable. Mais voilà, du coup, j'ai vu tout ce qui couvre le manga original. Et c'est vrai que, d'ailleurs, quand je parle de la qualité visuelle, c'est vrai que je parlais surtout de l'animé original, mais je vais aussi parler des chapitres Hades, qui ont été adaptés en 3 saisons d'OAV. Plus tard, d'ailleurs, carrément plus tard, au début des années 2000, et qui pour le coup, eux, ils sont beaucoup plus beaux, ils ont beaucoup mieux vieilli, et c'était chouette, et vraiment c'était chouette. Il y a vraiment pas mal de parties dans Senseiya que j'aime pas trop, notamment tout ce qu'il y a entre le Sanctuaire et Hades, je suis pas très fan, tout ce qui est Poséidon et Asgard. Asgard et Poséidon, j'ai vraiment trouvé le temps très très long. D'ailleurs, c'est un gros problème, je pense, des arcs de Senseiya, c'est-à-dire qu'il y a le premier arc, c'est pas vraiment ça. On commence la série avec une espèce de plein de petits arcs, vraiment, on a les chevaliers noirs, on a les chevaliers des costumes d'Halloween, qui est pas vraiment un arc, ça dure 2-3 épisodes, ça. On a les chevaliers d'argent, ce genre de choses, et puis, on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'était vraiment une préparation pour l'arc du sanctuaire, donc l'arc contre les chevaliers d'or, celui que tout le monde connaît, et pour de bonnes raisons, parce que c'est le meilleur, il y a rien à faire, en même temps il y a 50 épisodes juste avant pour le préparer, donc forcément, c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, il y a vraiment, pour le coup c'est très original à ce moment-là. Malheureusement, le problème c'est que les arcs suivants vont essayer de faire exactement la même chose que l'arc du sanctuaire, sauf que il n'y a pas les 40 épisodes d'avant qui préparent ça. Et du coup, c'est chiant.
Donc on va vraiment avoir des arcs qui sont plus ou moins les mêmes que l'arc du sanctuaire, avec vraiment les mêmes enjeux à chaque fois, et c'est relou. Vraiment, c'est toujours une histoire de Saori qui... En gros, c'est soit Saori est en danger de mort et on doit la sauver en 12 heures, soit elle a été enlevée ou quelque chose comme ça. Bref, les motivations sont plus ou moins toujours les mêmes, et c'est un peu dommage. D'autant plus que Saori, putain, c'est un personnage qui est chouette, qui manque de développement malheureusement, mais qui aurait pu être vraiment bien utilisé, vraiment super cool, parce que c'est Athéna, quoi. Elle a un rôle très important dans l'histoire, et pourtant elle est réduite à ce rôle de demoiselle en détresse plus ou moins, et ça c'est chiant, vraiment, c'est vraiment chiant. Donc ça veut dire que les arcs vont être très très répétitifs malheureusement, et c'est... Passez l'arc Asgard. Franchement, si vous regardez la série originale un jour, passez cet arc-là, ça n'apporte rien du tout, c'est vraiment juste lent et chiant. Osef, quoi, franchement Osef, c'est... Je vous avoue que j'ai mis les épisodes en avance rapide, j'ai pas pu, j'avais vraiment pas envie de me taper ça à la vitesse normale, c'est vraiment lent, c'est vraiment chiant. Et c'est un peu... Malheureusement, c'est un peu le rythme général de Saint Seiya, c'est un peu lent. Il y a plein de flashbacks un peu nuls, c'est vraiment très très lent. Et surtout, moi j'ai vraiment un gros problème sur les combats dans Saint Seiya. Je suis désolé, je trouve qu'il y a un énorme problème dans les combats. En fait, les combats sont vraiment très très répétitifs. Et ça c'est chiant. Parce que le schéma d'un combat classique de Saint Seiya, ça va être... Alors je parle surtout de la forme, plus que du fond, mais à mon avis le fond aussi est très très répétitif. Typiquement un combat dans Saint Seiya, ça va être le personnage principal. C'est souvent des 1v1, c'est souvent des situations où les personnages doivent se séparer, et du coup ils vont se battre contre un mec chacun. Et du coup, généralement, ça va être une situation où Seiya ou l'un des personnages principaux va se battre contre un autre personnage. Ce méchant va défoncer le personnage principal, genre vraiment comme à chaque fois. Ils vont vraiment tous se faire défoncer tout le temps, et à chaque attaque, ils vont se relever, parce que c'est un thème récurrent dans Saint Seiya, c'est vraiment le fait de ne jamais abandonner, le fait de se relever tout le temps face à l'adversité, c'est vraiment un truc qui est ancré très très fort dans la série et qui est beaucoup trop présent, parce que ça arrive à chaque combat, ou presque, c'est vraiment, bon, peut-être pas chaque combat, mais en tout cas presque chaque combat, ça va vraiment se passer à chaque fois comme ça. Donc à chaque fois, ils vont se faire défoncer, ils vont se relever à chaque fois, jusqu'à la fin du combat, jusqu'à ce que la série en ait marre, et là, le personnage principal va se souvenir qu'il doit faire un truc, qu'il doit sauver Saori, qu'il a des potes qui comptent sur lui, et là, c'est le super pouvoir de l'amitié, le super pouvoir du cosmos. Donc il va faire la même attaque qu'il a déjà fait 15 fois dans le même combat et qui n'ont jamais fonctionné, mais cette fois, grâce au pouvoir de l'amitié, grâce au pouvoir du cosmos, ça va passer et ça va battre l'ennemi. Et quand je dis que c'est comme ça dans tous les combats, c'est vraiment, je déconne pas, c'est vraiment comme ça dans au moins 90% des combats. Non, il y a quand même un arc qui échappe pas mal à ça, c'est l'arc Poséidon, et c'est d'ailleurs assez scandaleux d'avoir placé ça dans cet ordre-là. Il me semble que l'ordre des arcs, c'est comme ça, donc il y a le début, je sais pas si ça porte un nom, vraiment les 50 premiers épisodes, puis il y a l'arc du sanctuaire, donc contre les chevaliers d'or, puis Asgard, puis Poséidon, puis Hadès. Et là c'est fini. Le truc c'est que l'arc Asgard est un arc filler en fait, c'est un arc qui n'existe pas dans le manga, et ça se voit. Et en fait, le problème, c'est que ça trahit pas mal... Bon, déjà, c'est l'arc le moins intéressant, mais surtout, ça trahit pas mal les intentions, je pense, de l'arc Poséidon, où justement, je suppose que le but de l'arc Poséidon et des combats dans l'arc Poséidon, c'est de montrer l'évolution des personnages principaux. Donc, je suis désolé, je suis en train de spoiler pas mal, en fait, parce que c'est une série qui a quand même pas mal d'années maintenant, hein.
C'est quand même une série qui a presque 35 ans, je crois. Donc je suis désolé, je spoil un peu, mais c'est pour expliquer un peu les problèmes que j'ai. Donc vraiment, les personnages vivent un enfer, vraiment dans l'arc du sanctuaire contre les Chevaliers d'Or. Et ils en ressortent bien plus puissants qu'avant. Quelque chose qui n'est pas du tout montré dans l'arc Asgard, où ils se font défoncer comme jamais. Magiquement, dans l'arc Poséidon, où les personnages qu'ils affrontent sont censés être plus forts que ceux qu'ils ont affrontés dans l'arc Asgard, magiquement, ils arrivent à les défoncer de manière plutôt... peut-être pas facilement, mais en tout cas bien plus facilement que les personnages de l'arc Asgard, où ils galéraient de ouf. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un problème dans la manière de représenter les puissances dans Saint Seiya. Ce qui n'aide pas en fait à voir une espèce d'évolution dans les personnages. T'as vraiment l'impression, en regardant l'animé, que entre l'épisode 1 et l'épisode 120, ils ont pas beaucoup évolué en fait. Alors qu'ils ont affronté des trucs incroyables. Ils ont affronté des limites des dieux vivants. Pas encore. Enfin, un peu, mais pas encore. Et c'est vraiment dommage de passer à côté d'une sorte de progression comme ça qui est pourtant très commune dans les shonen au final. Voilà, donc on a non seulement des combats très répétitifs, des arcs un arc filler qui fait pas beaucoup de sens en plein milieu de tous les autres, des arcs qui sont très répétitifs eux aussi, un arc final quand même, l'arc Hades, qui sauve quand même pas mal de choses, qui est plus varié dans sa structure narrative, et qui est plus varié parce que c'est vraiment... Asgard et Poséidon, c'est vraiment juste le sanctuaire, sauf qu'il n'y a pas les escaliers. C'est vraiment exactement la même chose, où tous les personnages doivent battre un certain nombre d'ennemis avant un certain temps. C'est vraiment exactement la même chose. Hades remonte quand même le niveau, surtout le premier chapitre. Enfin, le premier chapitre, la première partie des EAV. Donc tout ce qui se passe dans le sanctuaire, justement, qui est une espèce d'anti-sanctuaire. Parce que au lieu que ce soit les gentils qui aillent tout au fond du sanctuaire, il faut empêcher les méchants d'aller dans le sanctuaire. C'est un peu un tower défense de Saint Seiya. Franchement, l'Arcades, c'est vraiment super cool. Et voilà, c'est dommage quand même d'avoir eu ce gros bloc au milieu des deux meilleurs arcs. Mais bon, l'arc Poséidon, il dure pas très longtemps. Donc vraiment, je vous conseille, si vous regardez l'anime original, de passer l'arc Asgard, de direct passer à Poséidon. Ça va vous économiser quand même une bonne partie d'épisodes. Et voilà, c'est un peu mon gros problème en fait avec Saint Seiya. C'est une histoire qui est très chouette à suivre, mais c'est vraiment des combats très répétitifs, des arcs très répétitifs, et j'espère sincèrement que les suites, que ce soit Saint Seiya Next Dimension, que j'aimerais bien lire, même si le projet a l'air d'être abandonné, c'est un manga qui est toujours en cours, mais l'auteur n'a pas fait de chapitre depuis très longtemps, du coup on sait pas trop si ça va finir ou pas, mais j'aimerais bien quand même voir ce que ça vaut, ce que ça donne. Que ce soit donc Next Dimension ou Saint Seiya Omega, j'espère que ça va pas tomber vraiment dans cette répétitivité, dans ces arcs qui se ressemblent tous, dans cette structure qui vraiment ressemble à chaque fois à l'arc du sanctuaire. J'espère vraiment que c'est mieux à ce niveau. J'ai quand même quelques problèmes d'ordre politique, au niveau des messages de Saint Seiya, il y a quand même des choses qui m'ennuient beaucoup. Je suis pas sûr d'adhérer à certaines morales, notamment la façon de glorifier le sacrifice des personnages qui veulent donner à chaque fois leur vie, qui sont prêts à donner leur vie pour leurs potes, mais qui sont prêts vraiment à le faire genre là, maintenant, tout de suite, ce qui est plutôt honorable, mais très souvent un peu stupide. Et pareil pour tout ce qui est de toutes les valeurs des hommes. Nous sommes des hommes, nous allons combattre comme des hommes, avec fierté et honneur. Voilà, c'est pas des trucs auxquels j'adhère. C'est des messages que je trouve un peu vieillots, et c'est des messages que je mets surtout sur le coup de l'âge. Et puis il y a aussi un peu de sexisme vraiment chiant, les personnages féminins de Saint Seiya sont des personnages forts, mais t'as les personnages principaux qui sont là, non, je suis un homme, je ne peux pas me reposer sur une femme, je dois faire ça moi-même. T'as Seiya qui sort des conneries comme ça, alors que il est en train de parler de Marine, qui est la femme qui l'a entraîné, donc possiblement elle est plus forte que lui, mais lui il est là en mode non, je suis un homme,
C'est vraiment débile. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure de Saori et de son rôle vraiment ridicule, alors que son importance est énorme. Elle a quand même des moments vraiment très forts, des moments où elle est vraiment très très brave. C'est trop peu malheureusement, et encore une fois j'ai tendance à mettre tout ça sur le compte de l'âge. C'est une série qui a été diffusée dans les années 80, je m'attendais pas à avoir un progressisme incroyable. Je me pose aussi quelques questions sur les dialogues, sur ce que les personnages disent, et vraiment les valeurs de l'homme et de l'honneur et tout ça. Ça me paraît vraiment bizarre en fait, parce que Saint Seiya c'est quand même un animé qui est plutôt tragique, et dans lequel la majorité des personnages sont très émotifs, et pleurent beaucoup. Moi c'est probablement le shonen dans lequel j'ai vu le plus de gens pleurer. C'est genre, ils chialent assez souvent les personnages, c'est très bizarre. Ce qui est vraiment bizarre parce que dans les dialogues, t'as quand même un épisode, moi je me souviens, j'ai vraiment un épisode où ça m'a fait beaucoup rire. C'est l'épisode où Ikki revient à la vie pour la première fois, parce que ça arrive plusieurs fois. C'est un peu les grandes retrouvailles avec tout le monde, et tu vois tous les personnages principaux qui sont là en train de chialer à la fin de l'épisode, et le début de l'épisode suivant, tu vois Ikki qui dit « Tu ne dois pas pleurer, Shun, tu es un homme !» Et moi je suis là, mais il y a 5 minutes avant, vous étiez tous en train de chialer. Je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre, il y a des moments comme ça où ça essaye de se la jouer vraiment viril, alors que tous les personnages chialent tout le temps, et ouais, c'est bizarre. Petite dissonance, je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudrait peut-être creuser le sujet, je n'en sais rien. Voilà, en général, c'était quand même très très chouette à regarder. J'ai trouvé le temps long quand même sur cet arc filler qui m'a pas mal dégoûté, mais le dernier arc rattrape beaucoup de choses. Et j'ai très envie de me lancer dans les spin-offs. On va passer à la dernière partie. Petite partie un peu conclusion, on va parler de l'actualité sur YouTube. Voilà, on va parler de la prochaine vidéo en exclusivité. Bienvenue. Alors, il faut clarifier 2-3 petites choses. Donc je vais parler un peu en détail de la prochaine vidéo, annoncer le sujet dans quelques instants, annoncer 2-3 petites choses parce que ça va être un peu compliqué. J'ai encore cassé le record de longueur en termes de script. J'ai jamais écrit un script aussi long, et du coup il va falloir pas mal de patience parce que ça va être long à monter, et je suis même pas sûr d'avoir vraiment fini le script, il faut vraiment que je repasse dessus de toute façon. Ça va être très long à monter, parce que j'ai un peu craqué psychologiquement et j'ai fait une vidéo de 50 pages sur Yu-Gi-Oh! Le manga. Je précise, c'est important, même si je vais être amené à parler des adaptations animées, je vais parler de Yu-Gi-Oh! De Kazuki Takahashi, le manga original qui a tout lancé, l'entièreté du manga original, bien entendu, les 38 tomes. Ça va être long, ça va être tellement long en fait que je vais faire un truc très simple, c'est que je vais couper la vidéo en 4. J'ai axé cette vidéo sur 4 gros points, qui sont en fait les 4 arcs scénaristiques du manga. Je compte le début comme un seul arc. Tout ce qui est avant le royaume des duellistes, je compte ça comme un seul arc. Donc il y aura vraiment 4 parties que je vais couper, je vais vraiment couper la vidéo en 4 parce que ça va pas être possible. Donc ça va être ma première vidéo réellement sur un manga, que j'en ai parlé déjà dans la vidéo Je suis vivant, où notamment je parlais de faire une vidéo sur Berserk, et je disais que ce serait un défi, parce que, en effet, faire une vidéo sur un manga, c'est pas évident. En fait, c'est pas évident de rendre la vidéo intéressante à regarder visuellement, en fait. Parce que j'ai pas envie de faire vraiment un truc diapo où on voit juste des scans défiler. Non, j'ai pas envie de faire ça, vraiment. Ce serait chiant, ce serait surtout sur un format aussi long. Il faut que je trouve des moyens de rendre le montage dynamique, que je rende les choses visuellement intéressantes. Et je sais comment faire ça. J'ai plus ou moins une idée de ce que je veux faire. Le problème, c'est que mon PC est un peu vieux.
et que j'ai peur que ce genre d'animation soit un petit peu vénère, surtout sur des vidéos... Voilà, donc si je prends plus ou moins le script, la longueur de la vidéo Pokémon, qui elle faisait un peu moins de 30 pages, j'ai dit que j'avais fait une vidéo du Yu-Gi-Oh! D'environ 50 pages, donc la vidéo durerait plus ou moins 2 heures. C'est pas possible, ce sera pas possible pour mon PC d'encaisser une vidéo de 2 heures comme ça, à la limite, vraiment juste avec des images de gameplay qui s'enchaînent, ça pourrait le faire, mais pas avec des animations où je vais devoir vraiment faire des trucs sur Photoshop, sur After Effects, sur Premiere. Je vais devoir jongler entre ces trois logiciels-là. Ça va pas être possible. Vraiment, pour une vidéo de 2 heures, ça va pas être possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo en 4. Comme je l'ai dit, selon les arcs. Le problème, c'est que j'ai écrit cette vidéo comme une seule vidéo. Et du coup, il y a une chose que je ne veux pas faire et que je ne vais pas faire, c'est que je ne vais pas sortir les différentes parties dès qu'elles seront prêtes. C'est-à-dire que je vais pas sortir la partie 1, disons, je sais pas, disons fin mai, c'est hypothétique, hein, je sais pas du tout quand ce sera prêt, parce que ça va me demander pas mal de travail, beaucoup plus que sur les vidéos d'habitude en fait, donc ça risque de prendre du temps. Mais par exemple, voilà, je vais pas sortir la première vidéo fin mai quand elle sera prête, et puis la deuxième 3 semaines après. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça parce que j'ai vraiment conçu ça comme une seule vidéo, et que ce que je dis au début sera important pour la fin, et pour le milieu, voilà, il y a des sujets qui sont liés dans les différentes parties, donc il faut vraiment que je sorte tout en une fois. Ce qui veut dire que ça va être long, que l'attente va sans doute être très longue. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Ça va être terrible, ça va être très très long, très très épuisant, mais je suis très très chaud aussi, parce que j'ai vraiment envie de faire en sorte que cette vidéo soit très très cool à regarder visuellement. J'ai déjà pas mal d'idées sur comment je pourrais illustrer telle ou telle partie, et j'espère que ça vous plaira, vraiment, on va reparler du Yu-Gi-Oh! Encore... Je vais quand même être un gros fanboy pendant 2 heures, je pense, parce que mon avis est très très positif. Une partie de ces informations, je vais les résumer et je vais les poster sur Twitter dans quelques heures après la sortie de ce podcast. Et je vais aussi poster dans la foulée, donc avec ces tweets, je vais poster un petit teaser visuel. Il se trouve que j'ai réussi à faire un truc qui me plaît plutôt bien en termes d'animation avec le manga. Et j'ai envie de vous montrer ça, parce que en vrai j'aime bien ce que j'ai fait, je suis un peu fier de ce que j'ai fait, même si c'est pas grand chose. Mais j'aime bien le résultat et du coup je pense que je vais vous poster ça en même temps que toutes ces infos sur Twitter dans quelques heures. La vidéo sera pas entièrement faite comme ça, il y aura des moments qui seront moins montés, je pense. Mais je pense que je vais mettre quelques animations comme ça, à plusieurs reprises dans la vidéo. Parce que je suis un gros fanboy de Yu-Gi-Oh! Parce que j'adore ce manga, et je pense que vraiment faire ce genre d'animation sur des moments que j'adore, que j'ai toujours adoré dans ma vie, ça me fait très plaisir en fait de bosser là-dessus. Ce sera pas représentatif de toute la vidéo, mais il y aura des passages comme ça, et j'espère que le rendu final de la vidéo vous plaira. Enfin, des vidéos du coup. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne sais pas, je crois pas. Ça fait un petit moment que je bosse sur la vidéo, j'ai commencé pendant le confinement, début avril je crois. Ça me prend vraiment beaucoup de temps, je suis désolé, ça va être long. Ça va être assez long avant la sortie, mais j'espère que j'aurai un résultat super chouette à vous montrer. Parce que j'ai envie de faire les choses bien, et voilà. Je pense qu'on peut clore cette partie, voilà, ouais, je vais peut-être glisser ici et là que la vidéo sur Kingdom Hearts 3 avance. Je vais le sortir à chaque fois que je fais une vidéo où je parle de mon activité, à chaque fois je vais la sortir. La vidéo Kingdom Hearts 3 elle avance, hein, je vous assure, ça avance, c'est doucement mais ça avance, ça va venir. Et voilà, j'espère que j'oublie rien, voilà, donc c'est un podcast qui était beaucoup plus court que le dernier, bien entendu. Je sais pas, j'espère que 3 sujets c'est assez. L'intro, les 3 sujets et la petite conclusion avec
avec l'actualité de mes vidéos. J'espère que c'est assez en termes de longueur, je suppose que ça fera un peu plus d'1 heure. Donc peut-être que dans le futur je ferai un peu plus que 3 sujets, ça dépendra de mon inspiration, ça dépendra de si j'arrive à parler assez longtemps des sujets en question. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Je ne sais pas si écouter quelqu'un qui donne des opinions sur des œuvres de fiction, c'est très intéressant, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup faire ça. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez bien aussi, parce qu'on est dans une période très compliquée, en effet. Et voilà, comme d'habitude, on se donne rendez-vous pour une toute autre vidéo sur un tout autre sujet. Allez, salut!